Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Comme d'habitude, on est avec vous de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous, Cécile? Oui, ça va. On était un peu désorganisés là. On se parlait, on discutait, on en a perdu un. On ramenait de l'eau. On rapportait de l'eau, oui, exactement. Tout va bien? Tout va très bien, et vous? On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Prouvez-le. Vous avez la date? Prouvez-le. Le 7 juin. Ouais. Bah, écoutez, parce que hier c'était mardi et que demain c'est jeudi. Ah bah voilà, ça c'est une Comme preuve. on a un officier de police judiciaire et un ancien haut magistrat, il devrait pouvoir confirmer que c'est vrai, non? On est bloqué entre la justice. C'est plausible. Et c'est plausible, exactement. Allez les amis, au sommaire de cette émission, on va revenir sur le projet de loi autorisant la police à activer à distance les smartphones et les appareils électroniques. Craignez-vous des dérives? C'est notre question du jour. Ce projet de loi orientation et programmation du ministère de la Justice présenté hier au Sénat pourrait permettre aux enquêteurs d'écouter des conversations téléphoniques ou de lire des messages à distance avec la coopération des opérateurs. Le but, renforcer la sécurité nationale pour lutter contre les activités criminelles et terroristes. Et certains experts, Philippe, s'inquiètent de l'impact sur la vie privée. Oui, Cécile. Et pour les défenseurs du projet, ce n'est qu'une simple mise à jour dans la loi des pratiques actuelles. Le Conseil d'État préconise quant à lui, je cite, de limiter à une durée de 15 jours renouvelable une fois le recours au micro et à la caméra d'un smartphone piraté par des enquêteurs. Alors, est-ce que pour vous, c'est une mesure dangereuse? Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui peut porter atteinte à la vie privée de tout un chacun? Est-ce que vous craignez des dérives? Ou est-ce que vous pensez que ça va être très bien encadré et qu'il n'y aura pas de problème? Même si l'encadrement, on l'a vu dans l'affaire des écoutes de l'Élysée sous François Mitterrand, c'était pas tout à fait ça. Appelez-nous au 0826 300 300. Et à cette question où on vous demande si vous craignez des dérives, vous nous dites oui à 87%. Et on va revenir sur la loi la laïcité de 2024. Est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires? Malgré cette loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, les atteintes à la laïcité signalées ont grimpé de 25% entre mars et avril dernier. En ligne de mire, le port de l'abaya, cette robe qui a créé l'ambiguïté entre tradition et religion. Pape Ndiaye avait refusé en novembre dernier de dresser la liste des tenues autorisées à l'école. La circulaire de 2024, Philippe, est-elle suffisamment explicite? Oui, voilà ce qu'elle dit. Je cite. En application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics est interdit. Alors certains l'interprètent comme vraiment un signe clair d'appartenance religieuse et une menace pour la laïcité, comme d'autres parlent de simple robe traditionnelle. Alors est-ce que pour vous, face aux pressions communautaires, il doit y avoir une nouvelle loi, comme il y a eu la loi de 2004 qui interdisait le voile à l'école, voire la loi de 2010, c'était pas pour les écoles, c'était un peu partout, interdisant la burqa pour que le visage ne soit pas masqué? Vous êtes pour, vous êtes contre, on vous attend au 0826 300 300. Avec cette question, la loi 2004 est encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires. Pour l'instant, vous dites non à 84%. On vous attend au 0826 300 300 jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Et en tête de gondole, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe? En tête de gondole, en un seul mot, j'espère. Gondole. Je vous dis en tête de gondole parce qu'il y a toujours à manger devant vous. C'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas, on connaît mes appétences. Oui. C'est ça. Avec Olivier d'Artigol qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Éditorialiste politique. Et qui nous a amené des coucougnettes et des tétons de la reine Margot. Vous D'excellentes remercie. spécialités paloises. Notre corps vous Exact. remercie. Avec les chocobons de Philippe Bilger, on voit encore. Et notre troisième vraie voix ce soir, c'est Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Ça va? Ça va? Ça va Et bien, vous et êtes vous, en noir. vous Et vous très êtes en bien. noir. Et je suis venu sans cagoule puisque la loi de 2010 me l'interdit. Ah, d'accord. Donc j'ai Ça enlevé ma dépend. cagoule. Oh, oui. À part samedi soir, vous pourrez la porter, bien entendu, dans vos soirées samedi soir ou vendredi soir. Voilà. Vous avez un degré d'intimité avec Jean-Michel Fauvergue que nous n'avons pas. Ça, c'est. Mais non, maintenant il peut tout dire. Vous avez le droit de tout dire. On a le droit, maintenant. ouais. Hein? Oui, il faut y aller par étapes. Ouais. Progressivement. Et on Non, je part- suis encore tenu par certains secrets. Quand Ah même. d'accord. Bah, vous nous en direz au fur et à mesure quelques-uns ou pas? Au fur et à mesure que le temps me le permettra, La je dirais. prescription, Oui. la prescription, c'est ça. Et on va à Marseille avec Serge qui est avec nous. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment ça va Bonsoir Serge? à tous. Ça va.
Ça va, autant que faire se peut, ça va. Oh là là, vous avez un truc à nous dire, vous, non? Non, bon, ça va, d'accord. parce que je me suis dit, ça y est, il y en a un qui va commencer à me parler de la 3e place au classement, etc. Il n'y a rien pour moi. Je me sens un peu visé. Voilà, je savais. Comme on dit ici, j'ai levé le coude avant que le coup parte. Voilà. C'est ça. Bon, on va vous épargner, mon cher Serge. On verra tout à l'heure, mais en tout cas, pour une fois, on va vous épargner et écoutez, et vous allez pouvoir jouer, bien entendu, avec nous au qui c'est qui l'a dit. Vous arrivez à le dire, vous, Serge, ou pas? Qui l'a dit? Ah, ouais, voilà, c'est ça. il est arrivé avec l'accent marseillais, en il a plus. dit que la fin. Non, c'est avec le son à sauter. Ah d'accord, c'est ça, ouais. Mauvaise foi, mon Dieu. Et bien entendu, écoutez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'important dans la politique. Il aurait 103 ans. C'est Georges Marchais. Écoutez. On écoute ça. Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Non, je n'accepte pas. Vous voulez pas répondre sur l'Iran? Je veux répondre sur l'Iran tout à l'heure. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. N'attendez pas à ma place. Parce que si vous voulez, si vous posez des questions, si vous parlez pour Mitterrand et si vous parlez pour moi, je peux aller au cinéma. Indémodable. Ça aurait pas été un acteur immense, Georges Marchais? Ah oui. Moi, je l'écoute toujours avec émotion parce que je l'ai connu sur la fin de sa vie. J'ai connu Liliane Marchais, qui était une femme de caractère, hein, oui. une militante chevronnée. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître Olivier Marchais, qui a un mimétisme avec son père formidable. Il faudrait l'inviter d'ailleurs un jour pour qu'il raconte les souvenirs Ouais, ça serait drôle. avec Georges Marchais. Bon, c'est toute une époque où la politique s'exerçait différemment aujourd'hui. Je veux pas dire c'était mieux avant, mais quand même ça avait de la gueule. Ça va de la gueule. Philippe Bilger, peut-être un mot. Ah mais Marchais, c'était une figure. Ah bah oui. Et comme je suis très sensible à l'expression, il avait une capacité extraordinaire, comme Bernard Tapie dans un autre genre. Lorsqu'il parlait, on l'écoutait. C'était remarquable. Jean-Michel Fauvergue. On l'écoutait d'autant plus qu'il ne disait pas que des monstruosités, il disait des trucs qui étaient très justes. Là, on vient d'entendre la défense de la défense justement de la défense nationale. C'est quelque chose d'important. Et Georges Marchais, le communisme de cette époque-là, c'était quand même quelque chose. Alors on l'était ou on l'était pas, mais on doit reconnaître que c'était quelque chose. On retrouve quand même. Quand ils passaient à la télé, on les regardait. Tout à fait. On retrouve quand même quelques. Laissez-moi vous dire quand même que moi j'aime beaucoup Fabien Roussel, donc on retrouve quelques traits de caractère de Fabien Roussel, de l'un sur l'autre, etc. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. On n'a plus le temps. On va dire qu'on est d'accord. C'était super. Je constate quand même que la dernière fois que je parlais, on n'avait plus le temps non plus. À chaque fois, on n'a plus le temps. Et bien là, vous avez 2 heures. Prenez un papier et notez vos questions. C'est le principe de l'émission. Voilà un stylo. Procédé par étapes. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire contre ceux qui n'ont pas mauvaise conscience de la pauvreté de et dans la rue. Oui, en fait, c'est une expérience quotidienne qui m'a suggéré ce mot du procureur dans mon quartier, au demeurant très agréable. Je passe assez régulièrement devant des SDF, solitaires ou en groupe, et j'ai un état de malaise. À la fois une bonne conscience, parce que j'espère ne pas être au sens sartrien un salaud et ne pas mépriser la pauvreté, mais j'ai mauvaise conscience aussi parce que ils sont là, ils instillent quelque chose en moi et dont je n'arrive pas à me débarrasser en disant mais après tout, c'est pas à moi de faire ce travail, l'État ne le fait pas. Et donc j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas ce malaise que j'éprouve et qui en réalité m'exonèrent, j'ose le dire, d'une grande responsabilité, mais qui méprisaient profondément la misère et la pauvreté en affirmant qu'elles n'existent pas et qu'au fond c'était dérisoire. C'est la rançon en quelque sorte du mode de vie de la plupart. Et je déteste les gens qui méprisent la pauvreté. Olivier d'Artigol. Déjà, une première réalité, c'est qu'ils sont souvent frappés d'invisibilité. Le simple fait de croiser un regard, de dire bonjour, c'est déjà un échange d'humanité. Moi à Pau, moi à Paris, il est vrai. Ça m'arrive régulièrement d'échanger, de discuter, parfois d'aider, pas toujours.
Bon, moi j'encourage chacun à le faire dans la mesure de ses possibilités, de ses capacités pour le faire. Et je suis d'accord avec les sentiments contradictoires et complexes qu'on peut ressentir dans ces moments-là, tels que les a formulés Philippe. Jean-Michel Fauvergue. J'ai connu plusieurs exemples de personnes dont certains étaient des relations à moi, un en particulier qui a basculé dans cet état-là, qui a basculé parce que la vie a fait qu'à un certain moment, il a perdu son boulot, et de Karim Ansila, il a perdu aussi sa vie familiale, et il s'est retrouvé dans la rue à un certain moment, il a dégringolé assez rapidement, et je le voyais parce qu'il n'était pas très loin de chez moi. Alors évidemment, je parlais avec lui et je l'aidais du mieux possible, mais c'est pas suffisant, et ça veut dire que ces situations-là peuvent d'abord arriver à tous assez rapidement, et qu'il faut y prendre garde, et il faut bien évidemment les aider. J'ajoute que la France a le taux de pauvreté le moins important. Elle a quand même un taux de pauvreté qui a augmenté pendant la Covid, et même si on a un taux de pauvreté le moins important, il faut tout faire pour le diminuer encore et les ramener à des fonctions humaines, en particulier par le travail, si possible. Et on pense que c'est la pierre angulaire forcément pour eux de retrouver du travail, et qui dit du travail dit un logement, dit voilà, effectivement. Et merci. Cécile, rappelez-vous, on a connu un SDF qui était devenu député socialiste. Absolument. Oui. Ouais. Michel Pouzol. Qui était quelqu'un de très agréable. Ouais, comme quoi, on peut se relever, mais c'est vrai qu'il faut éviter que les gens tombent et leur tendre la main. Merci beaucoup pour ce réquisitoire, Philippe Bilger. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu, et on va revenir sur ce projet de loi autorisant la police à activer à distance les smartphones et les appareils électroniques. Est-ce que vous craignez des dérives? Est-ce que vous pensez que forcément sur la loi sur la vie privée ça va poser un problème? 0826 300 300, et vous pouvez continuer de commenter sur notre compte Twitter. Pour l'instant vous dites un grand oui, que ça peut créer des problèmes à plus de 80%. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec 2 gros sujets. Aujourd'hui, on va revenir sur cette autorisation, ce projet de loi autorisant la police à activer à distance les smartphones et les appareils électroniques. On vous demande si effectivement vous craignez cette dérive. Et puis, on va revenir sur les abayas, ces atteintes à la laïcité. On va en parler à 18h30 dans le coup de projecteur des Vraies Voix. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire 0826 300 300 et répondre à nos questions sur notre compte Twitter. Avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Fauvergue sont les vraies voix du jour, mais en attendant c'est Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont barrage, océan et menhir. La présidente de l'Assemblée nationale va faire barrage à la proposition Lyotte sur l'abrogation de la réforme des retraites. Pas de vote, le retour à 62 ans sera déclaré irrecevable. La surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré, l'alerte de l'Observatoire européen Copernicus. Et puis 39 menhirs détruits à Carnac pour construire un monsieur bricolage à leur emplacement, tollé général. Il faisait partie des plus vieux sur place, 7000 ans d'histoire. Les Vraies Voix Sud Radio. Est-ce la fin de l'épisode retraite au lendemain du barreau d'honneur des opposants dans la rue? Demain, jour de niche parlementaire, le groupe Lyotte espérait proposer sur son temps réservé une abrogation de la réforme, mais le retour à 62 ans ne pourra pas être soumis au vote. La présidente Yaël Braun-Pivet annonce aujourd'hui vouloir déclarer irrecevables les amendements pour réintroduire dans cette proposition Lyotte la mesure d'âge supprimée par Renaissance et LR en commission des affaires sociales. Position défendue tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il n'y voit pas de problème démocratique. Votre question revient à savoir s'il aurait été plus simple de tordre totalement la Constitution pour faire plaisir au groupe Lyotte et à la NUPES et au Rassemblement national. Non, on ne tord pas la Constitution pour faire plaisir à des oppositions, d'ailleurs ni pour faire plaisir à la majorité. En l'occurrence, on est dans le respect strict des règles constitutionnelles. Ce qui n'était pas normal au regard de la Constitution était de reconnaître comme recevable une PPL qui alourdissait
les finances publiques de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement. De son côté, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, annonce déposer une motion de censure demain. Dans son viseur aussi, la présidente de l'Assemblée. Moi, je pose la question de savoir si Mme Yaël Braun-Pivet est toujours apte à présider cette Assemblée. Yaël Braun-Pivet a une fonction de présidente de l'Assemblée nationale et en tant que telle, elle doit être la garante de la séparation des pouvoirs. Or, aujourd'hui, très clairement, elle a failli puisqu'elle a décidé d'obéir aux ordres qui étaient faits par le président et le gouvernement. D'ores et déjà, le groupe parlementaire insoumis a décidé que nous allons déposer une motion de censure sur cette question. Et puis ensuite, vous le savez, nous avons nous-mêmes d'autres niches parlementaires qui vont arriver et nous les mettrons à disposition de ce combat contre la retraite à 64 ans. Et de son côté, le patron des socialistes, Olivier Faure, veut quitter les discussions en cours au Palais Bourbon sur la réforme des institutions. Je ne vais pas continuer, dit-il, je cite, à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. Philippe Bilger, manifestement, la guérilla parlementaire n'est toujours pas terminée. Oui, alors, naïvement, j'aurais rêvé d'une présidente de l'Assemblée qui, élue par une majorité, aurait su avoir un comportement transpartisan. Deuxième élément, j'ai été très convaincu hier par l'intervention de François de Rugy qui a indiqué qu'il n'y avait pas d'autre ressource pour elle que de déclarer l'irrecevabilité. Alors, je comprends une frustration démocratique qu'on éprouve et je n'irai pas jusqu'à dire, comme le ministre du Logement ce matin dans l'excellente matinale de Patrick Roger, que le chemin démocratique a été parfait. En ce qui concerne les retraites. Il y a deux choses qui ne vont pas, qui décidément ne vont vraiment pas. D'abord, les députés ne pourront pas voter l'allongement du départ à 64 ans. Ils n'auront pas pu voter sur les 64 ans. On peut dire c'est de la responsabilité de l'obstruction parlementaire à un moment donné ou du 49.3. En tout cas, factuellement, ils n'auront pas pu voter. Et puis l'argument que dire il y a une irrecevabilité sur une PPL, donnez-moi une PPL qui ne gâche pas des dépenses supplémentaires. Dernièrement, je prends cet exemple, il y a eu une PPL du groupe Renaissance sur le bien vieillir, et on sait combien c'est un sujet important, celui de la dépendance, qui gageait 12 milliards d'euros. Alors, on fait comment ? Jean-Michel Fauvergue. Ouais, mais là on est quand même à 18 milliards d'euros par an, et les textes sont là. Donc à un certain moment, effectivement, j'entends cette colère de ne pas pouvoir voter. J'entends aussi la manière dont les choses sont, dont le boomerang est renvoyé par en particulier Madame Panot. Mais il va falloir se montrer raisonnable à un certain moment et passer à autre chose. Ce combat-là, il a été mené de manière virile et importante. Aujourd'hui, il est définitivement perdu par ceux qui l'ont mené. Il faut passer à autre chose et travailler sur le fond, en particulier sur la valeur travail, sur la manière dont aujourd'hui on doit appréhender cette valeur-là, en essayant de faire en sorte qu'on puisse passer du bon temps au travail avec diverses choses à discuter dans ce domaine-là. Pardon, c'est un problème de temps. Deuxième mot, océan, avec le mois de mai le plus chaud jamais enregistré. La surface des océans vient de connaître son mois de mai le plus chaud jamais enregistré selon le service européen Copernicus. Les températures à la surface des océans atteignent déjà des niveaux records et nos données indiquent que la température moyenne pour toutes les mers libres de glace en mai 2023 était supérieure à tout autre mois de mai, souligne dans un communiqué la directrice adjointe de ce service européen sur le changement climatique. Copernicus se fonde sur des analyses par ordinateur générées à partir de milliards de mesures de satellites, de navires, des avions aussi ou encore des stations météo dans le monde entier. Les données utilisées pour comparaison remontent à 1979 voire 1950 pour certaines. Résultat, avec 19,7 degrés à la surface des océans hors glace, on est environ un quart de degré au-dessus de la moyenne des décennies 90 à 2020. En fait, l'océan, tel une éponge, a absorbé environ 90% de l'augmentation de chaleur causée par les activités humaines. Et le troisième mot, c'est menhir, ceux qui ont détruit Carnac. Oui, pour construire leur monsieur bricolage, les aménageurs se sont montrés à peu près aussi délicats qu'Obélix face à une garnison de Romains.
Oust, les 39 petits menhirs parmi les plus anciens de la commune bretonne aux célèbres alignements. Après 7000 ans d'histoire, ils avaient été redécouverts dans la broussaille puis référencés en 2015. Ils ont finalement donc été détruits. Selon Ouest France qui dévoile le scandale, les mégalithes se trouvaient pourtant sur une liste indicative en vue d'une candidature au patrimoine de l'UNESCO. Mais la mairie affirme que les procédures légales ont été respectées. Cette même municipalité de Carnac indique n'avoir pas été tenue au courant du référencement des lieux sur lesquels elle avait pourtant déjà refusé un permis de construire pour ce même magasin en 2014. Alors le maire préside pourtant l'association à la tête du dossier de candidature pour l'UNESCO. Mais selon le lanceur d'alerte local dans Ouest France, la perspective de ce classement pourrait, paradoxalement, avoir accéléré le processus de destruction de ces menhirs sur le mode « construisons tant qu'il en est encore temps » avant une hypothétique entrée dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Parce qu'en Bretagne, il y a quelques temps, on n'a pas ouvert une usine au nom de l'écologie parce qu'il y avait X recours, c'était l'usine Le Duf, mais là, on peut raser des menhirs sans que ça pose aucun problème. On n'est pas chez les fous. Non, mais ça me semble improbable. J'ai vu passer sur le fil des infos aujourd'hui cette nouvelle, mais quid du ministère de la Culture? Est-ce qu'il n'y a pas des recours possibles, in fine, là, pour arrêter ce qui paraît totalement improbable et ça a été détruit déjà. Oui, j'espère que là, que la folie peut être arrêtée au Valais. C'est déjà détruit, alors. C'est déjà détruit. Mais c'est hallucinant. Là, on cherche le responsable de cette injonction initiale et on fait quelque chose contre lui. Enfin, ça devient extravagant. Moi, je me demande où sont tous ceux qui aussi vont jeter de la purée sur les tableaux, se collent les mains, etc. Ah oui. Pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi eux non? Mais là, c'est la culture, c'est pas l'environnement, donc c'est pas leur problème. Non, mais ça va être ça la réponse. Non, mais pourquoi personne n'a averti là-dessus? C'est toujours pareil, c'est géométrie variable. C'est vrai, ce mot va sur beaucoup de sujets, mais bon. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec notre premier débat du jour sur le projet de loi autorisant la police à activer à distance les smartphones et les appareils électroniques. Est-ce que vous craignez des dérives? 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que pour la vie privée de chacun, c'est un vrai problème? On vous attend au standard. Pour l'instant, vous dites largement oui sur notre compte Twitter. On vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, vous avez demandé dans la famille des vraies voix Philippe Bilger, il est là. Vous avez demandé Olivier d'Artigol, il est là aussi. Vous avez demandé Jean-Michel Fauvergue, il est là aussi. Ne quittez pas. Ne quittez pas, exactement. Et ben voilà. J'allais la faire, vous l'avez fait vous-même, vous l'avez fait vous-même, tant mieux. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Ouais. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Jusqu'à maintenant, pour espionner quelqu'un, un suspect, on allait mettre un micro, une caméra pour l'espionner, suivre ses déplacements. Aujourd'hui, la criminalité organisée va très vite. Si nous ne collons pas à ces nouvelles technologies du crime organisé, nous avons perdu la guerre. L'idée, c'est simplement d'utiliser le smartphone qui a un micro et une caméra intégrée. En fait, la victime va se faire piéger. Donc c'est un petit logiciel, en fait, un bout de code qui va se déployer à distance sur les téléphones pour exfiltrer des données, pour activer le micro, pour activer le tracking GPS. Encadrer ça pour en fait sécuriser la procédure, pour faire en sorte que les éléments qui soient collectés pendant ces enquêtes puissent être vraiment utilisés devant la justice. Présenté mardi devant la commission des lois du Sénat, l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit donc, dans le cadre d'une enquête, l'activation à distance d'appareils électroniques et la captation d'images ou de sons à l'insu de son propriétaire pour que, dans ce cas-là, en tout cas dans le cadre de crimes organisés ou de terrorisme, une mesure qui suscite forcément la controverse. Oui, Cécile. D'un côté, l'ordre des avocats dénonce une mesure portant gravement atteinte au respect de la vie privée. De l'autre, les défenseurs du projet estiment que ce n'est qu'une simple mise à jour dans la loi des pratiques actuelles. Le Conseil d'État a quant à lui suggéré que le processus ne dure que 15 jours renouvelables une fois. Alors est-ce que vous craignez des dérives? Tiens, rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu l'affaire des écoutes de l'Élysée, Carole Bouquet avait été mise sous écoute alors qu'elle n'avait pas franchement le profil d'une terroriste. Et d'ailleurs, je tiens à faire une confidence. Avant l'émission, Philippe Bilger et Olivier d'Artigol m'ont dit que s'ils étaient pris en otage par Cécile de Ménibus, ils ne demanderaient pas à Jean-Michel Fauvergue d'aller les libérer. C'est une info, un scoop Sud Radio. Vous craignez des dérives ou pour vous ça va bien se passer? Appelez-nous au 0826. J'irai d'initiative. Appelez-nous au 0826 300 300. Et avec notre invité Patrick Baudouin est avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme et avocat. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, forcément, même si on sait que ça existe plus ou moins déjà, ça fait quand même réfléchir ce projet de loi. C'est toujours un plaisir de savoir que je vais être contredit par Patrick Beaudouin, dans la mesure où c'est une personnalité que je respecte. Mais en ce qui me concerne, évidemment, ma position ne plaira pas aux puristes des libertés publiques. Et pourtant, je continue à penser que, à la fois, il faut éviter cette perversion française qui, face à des moyens utiles pour lutter contre des transgressions dans le présent, imagine les dérives qu'on pourra faire dans le futur. Et deuxième élément, à partir du moment où on ne pourra jamais faire un partage absolument égal entre les libertés et l'exigence de sécurité, pour ma part, je ne serais pas scandalisé qu'il y ait une inégalité légère, certes, en faveur de l'exigence de sécurité. Notre main doit toujours trembler quand ce type de dispositif est présenté et proposé. Moi, j'ai simplement... Et puis, je me rends compte qu'au cours des années, des dispositifs présentés comme exceptionnels ont tendance à rentrer dans le droit commun. C'est ce qu'on a vu avec des dispositifs lors de l'état d'urgence qui, après, sont restés dans la loi. Ce que j'aimerais savoir, parce que je suis pour que la police, pour que les enquêtes judiciaires aient les moyens d'atteindre des objectifs pour la tranquillité publique et pour la lutte contre la délinquance et la haute criminalité. Mais j'aimerais savoir en quoi les dispositifs actuels ne permettent pas d'obtenir les résultats, puisqu'on me dit que la loi actuellement le permet déjà. Donc je ne vois pas où se situe la frontière entre ce qui fonctionne aujourd'hui et ce dont on dispose et de nouveaux dispositifs qui poussent toujours plus loin la question des libertés individuelles. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais point de vue du flic d'élite. Alors le point de vue du flic d'élite qui s'est servi de ces dispositifs-là et le point de vue de l'ancien député. De l'ancien député aussi. De l'ancien député aussi. Alors et du citoyen. Et oui. Et alors, bien évidemment, de la manière dont vous le présentez, ça fait peur. Ça ne devrait faire peur, en général, normalement, qu'à ceux qui font du crime organisé ou du terrorisme. En réalité, c'est dans une loi justice, et tous ces dispositifs-là sont ordonnés et contrôlé par le magistrat instructeur ou par le parquet. Et vous savez que l'article 66 de la Constitution fait des magistrats de l'ordre judiciaire les garants de la liberté individuelle. Tout ça est fait sous son contrôle pour justement lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Pourquoi fait-on ça aujourd'hui? Parce qu'on a il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui ne permettent pas à la police et à la gendarmerie ou aux enquêteurs, sous l'autorité des magistrats, de pouvoir travailler sur certains trucs. Je cite par exemple les messageries cryptées comme WhatsApp, comme Telegram. Moi, quand j'étais chef du RAID, tous les terroristes échangeaient sur Telegram. Et on ne pouvait pas, les services enquêteurs ne pouvaient pas les piéger de cette manière-là. Ils étaient obligés de passer... je ne vais pas le dire par où est passé, mais on travaille sur la coopération internationale. Et ça n'est pas normal. Donc je veux vous rassurer, je veux rassurer les gens qui m'écoutent à travers vous, et je peux vous dire aussi que l'ensemble de ces systèmes-là est mis à disposition des magistrats par ce qu'on appelle la PNIJ, la Plateforme nationale des interceptions judiciaires, qui travaille sous l'autorité des magistrats au ministère de la Justice. Et donc c'est pas la police, c'est pas les gendarmes, c'est pas les enquêteurs, c'est les magistrats, les juges tels que définis à l'article 66 qui contrôleront tout ça, et pour le bien des Français et pour la lutte contre ce terrorisme, ce crime organisé. Vous craignez ce projet de loi, vous ne le craignez pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a tous accès à Google. On sait que Google nous écoute. Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change qu'une fois de plus, on prend une loi sécuritaire supplémentaire qui se cumule à beaucoup d'autres, puisque sans cesse... on privilégie, j'entendais tout à l'heure Philippe Bilger. Philippe Bilger, pardon. On privilégie vraiment la sécurité sur la liberté. Qu'il y ait un équilibre entre les deux, une recherche d'équilibre, on est bien d'accord. Mais là, ça va toujours dans le même sens. Et pourquoi c'est quand même très grave ce qui est décidé.
c'est de permettre que tous les appareils électroniques, alors ça peut être les voitures avec les GPS, ça peut être les ordinateurs, ça peut être les smartphones, pourront donc donner lieu à cette intrusion permettant de contrôler absolument tout faits et gestes des gens qui seront placés sous cette surveillance. Alors on nous dit oui, mais ça va être réservé au crime organisé et puis au terrorisme, et puis ça sera sous le contrôle des magistrats. Et on nous dit ça à chaque fois. Et il n'empêche que par capillarité, ça s'étend et qu'on arrive à une société de surveillance qui est extrêmement liberticide pour la liberté des citoyens et la vie privée des citoyens. Donc c'est une mesure très grave. Et puis on nous dit on va faire des expériences, mais non, jamais. Quand il y a une mesure qui est présentée comme expérimentale, elle devient définitive. Et non seulement elle devient définitive, mais on commence par partir du crime organisé et du terrorisme, et puis ça s'étend après à toute une série d'activités présentées comme criminelles, y compris, on le voit aujourd'hui, par rapport à des mouvements environnementaux ou autres qui sont poursuivis et criminalisés d'une façon de plus en plus facilitée et de plus en plus arbitraire. Patrick Baudouin, une réponse forcément de Jean-Michel Fauvergue. Non, mais tout ça est simplement pas vrai. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être entre la liberté et la sécurité. La sécurité étant une des libertés. Je répète ce que j'ai dit d'une manière très ferme. Ça se fait sous le contrôle des magistrats. L'article 66 de la Constitution fait que les magistrats sont garants de cette liberté-là. Sauf à ne pas avoir confiance aux magistrats, on ne peut pas développer ce type d'argument. Il faut arrêter avec ce type d'argument-là. On s'oppose à des gens qui veulent nous faire du mal, qui veulent faire du mal à notre société, parce qu'ils font partie du crime organisé, du terrorisme. On va pas aller chercher monsieur ou madame Tartampion sur des systèmes de ce type-là, parce que justement il y a un contrôle approfondi et que les magistrats ne s'y risqueront pas. C'est faux de les mettre en cause, c'est pas vrai, c'est pas possible. Philippe Bilger. Patrick Baudouin, et je rejoins en grande partie ce que vient de dire Jean-Michel Fauvergue, mais je suis frappé par une contradiction qui nous oppose. J'ai l'impression que malgré le caractère démocratique actuellement de la France, peut-être une démocratie imparfaite, mais tout de même indiscutable, vous ne faites pas confiance à ce qui peut surgir de cette démocratie pour lutter contre un ennemi dont on partage tous les deux la haine et la conscience du danger radical qu'il représente. Est-ce que ça n'est pas cela qui nous distingue? Le fait que systématiquement vous ayez une présomption de défiance à l'égard de tout ce qui va servir à nous protéger. Patrick Baudouin. Moi, ce que je pense, c'est qu'on dispose déjà, et fort heureusement d'ailleurs, de moyens à la fois au niveau policier et judiciaire de répression à l'encontre d'un ennemi commun. Ça, je partage là-dessus la nécessité de lutter contre cet ennemi. Mais les mesures sont suffisantes. Et nous, ce qui nous inquiète vraiment fondamentalement, c'est que sans cesse, on prend des dispositions sécuritaires de surveillance qui sont liées à la surveillance. De la criminalité. Et non, la criminalité, il ne faut pas nier ça. Il y a une évolution du terrorisme et de la criminalité, mais bien évidemment. Non, mais le terrorisme, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on y est confronté. Et pour autant, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on accumule les lois qu'on lutte mieux ou moins bien. Vous le savez très bien, il y a des moyens. Vous disposez, la police dispose aujourd'hui. Alors, quant aux magistrats, bien sûr que je ne suis pas là pour mettre en cause globalement la magistrature, mais les magistrats, ils utilisent aussi les moyens dont ils disposent. Et quand on leur donne la possibilité d'utiliser des moyens répressifs de surveillance accrus, ils les utilisent. Et certains, peut-être, parce que ça peut dépendre de beaucoup d'éléments, peuvent être portés à en abuser. Et moi, je pense que de multiplier encore une fois ce type de mesures, parce que là c'est quand même spécialement intrusif, vous en conviendrez. Alors vous allez me dire oui, mais ça s'applique uniquement à ceux qui ont à craindre de la justice parce qu'ils sont
mais non, pas seulement. Vous savez très bien qu'on peut être amené à suspecter des gens qui ne mériteraient pas de l'être. Donc, on va vraiment dans une logique qui est sans cesse une logique que je trouve excessive en matière de surveillance. Olivier d'Artigol veut réagir, après on partira au 0826 300 300. D'abord, le débat est vicié si, quand on pointe les questions de liberté, on nous répond, mais donc vous n'êtes pas intéressé à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous avez, je fais partie des personnes qui n'ont eu jamais la moindre faiblesse dans mon discours public, avec toujours un soutien permanent aux forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme et la délinquance, tout en me posant des questions, et elles sont légitimes en tant que citoyen, sur ce qu'on nous propose et ce que cela pourrait vouloir dire en termes de liberté publique et collective. Je pense qu'il faut gérer cette complexité et ne pas nous demander de choisir d'un camp ou l'autre. Le second, c'est la lecture actuelle que j'ai de Douglas Kennedy sur ce que nous pourrions vivre dans les décennies à venir en termes de contrôle généralisé. C'est un roman glaçant. D'anticipation, c'est un roman. Mais en tout cas, on a besoin de réfléchir et de mesurer l'impact de ce qu'on nous propose. Le sujet fait beaucoup réagir. On retrouve notre vraie voix du jour, Serge de Marseille. Et pour vous, Serge, c'est dangereux. C'est potentiellement pas dangereux, c'est potentiellement très dangereux. À un point que je me demande si un jour, on pourra faire une loi liberticide. Vous voyez, je veux dire, quand il y aura plus de liberté, il y aura plus de loi liberticide. Ah oui. Jusqu'où on va. Et puis, la question que je me pose, moi, c'est qu'au niveau de la technologie, vraiment, la grosse délinquance, le gros terrorisme, vous croyez que si un tel système est mis en œuvre et en fonction, vous croyez qu'ils vont pas trouver la parade pour passer à travers? Oui, mais est-ce qu'il faut Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il faut pas s'adapter justement à ces nouvelles technologies qui évoluent tout le temps? Parce que c'est ça aussi le problème. C'est comment contrecarrer des gens qui sont en cybercriminalité, qui sont quand même très forts. Oui, j'entends bien ce que dit Serge et ses craintes, mais effectivement, c'est exactement comme ça qu'on va évoluer. On va évoluer en évoluant sur la technique, sur la technicité, sur les outils que l'on a, justement pour évoluer face à une criminalité qui, elle, évolue encore plus et plus rapidement. Donc effectivement qu'il faut évoluer. Sinon, à ce moment-là, on revient à la 4 chevaux et aux patrouilles à pied avec le képi et on arrête tout, quoi. Et il faut... Bon, j'exagère un peu, bien évidemment. J'exagère. À peine. Mais il faut qu'on évolue et qu'on se mette à la page, évidemment. Allez. Sous le contrôle, je répète encore 10 fois, sous le contrôle du magistrat et de la PNIJ. Les brigades du Tigre, le retour. Et dans un instant, on prendra Bernard qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye, Philippe Bilger. Juste une question qui n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais c'est vrai que l'argument qui consiste à dire, comme Maître Baudouin le dit, et notre auditeur, que peut-être on dispose, Jean-Michel, à l'heure actuelle, dans notre arsenal pénal, de tout ce dont on a besoin, est pertinent dans la mesure où il y a aussi une volonté française parfois d'inventer assez systématiquement de nouveaux dispositifs. C'est une question que je me pose. Non, mais Philippe, la question elle est bonne et bien évidemment, mais moi je crois justement, on est en retard sur les autres pays. Ne croyez pas qu'on essaye d'aller plus loin. Mais je vous donne un exemple simple. Sur WhatsApp, on ne peut pas intercepter. Il va falloir le faire parce que c'est comme ça que c'est changé. Oui, c'est crypté. Comme ça que c'est Bernard au 0826 300 300 de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, écoutez, j'ai écouté vos différents intervenants. Je pense que chacun d'entre vous avait des positions qui sont difficilement contestables. Je dis bien chacun d'entre vous parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait à la fois des associations qui défendent nos libertés, qu'il y ait une défense plutôt du côté magistrat, que les magistrats puissent aussi dire leurs mots sur cette réglementation. Moi, ça me choque pas. En tant que citoyen, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il est tout à fait normal qu'on ait une adaptation des technologies et de l'utilisation des technologies par des criminels. Il est tout à fait normal que l'on s'adapte. Alors, sans revenir à l'époque de Louis de Funès,
où on mettait des pinces crocodiles sur les standards téléphoniques, à l'époque du gendarme de Saint-Tropez, mais on le faisait. Et je pense que si on écoutait des émissions de radio de l'époque sur des bandes magnétiques, on retrouverait le même débat, un véritable scandale, que Louis de Funès mette des pinces crocodiles sur le standard téléphonique de la ville de Saint-Tropez. Bien entendu, je plaisante à peine parce que le débat existait évidemment. Rappelez-vous du débat sur les caméras dans les villes, c'était le même. C'était une atteinte intolérable à nos libertés parce qu'on allait reconnaître nos visages. Et aujourd'hui, Dieu sait si bon nombre de crimes ou de désagréments que tout citoyen peut vivre ont été déjoués grâce à ces caméras. On le sait tous également. Alors, maintenant, une adaptation aux technologies, elle est nécessaire. Moi, je pense que ce qui me choque beaucoup plus, c'est de voir des paquets entiers d'applications, parce que si on parle de téléphone mobile, qui elles-mêmes accèdent à votre micro, qui elles-mêmes accèdent à votre caméra, et personne ne s'en offusque. C'est ça. Bernard, bougez pas. Juste le mot de la fin avec Patrick Beaudouin. On a 30 secondes, Patrick Beaudouin, justement sur ce qui a été dit. Moi, ma crainte, encore une fois, principale, c'est que ça s'étende, si vous voulez, on vous dit c'est uniquement pour tel ou tel crime, et l'expérience prouve qu'après on l'étend à beaucoup d'autres délits ou crimes, et que petit à petit on est en train de construire un arsenal qui sera pleinement en place si jamais on a un pouvoir qui devient cette fois carrément un pouvoir extrême droite. Et je trouve que c'est très dangereux d'aller dans ce sens, alors qu'on dispose de moyens. C'est pas question de priver de moyens la police et la justice, mais on les a, les moyens. Et il suffit de les utiliser sans cesse renforcer l'arsenal. Merci beaucoup Patrick Beaudouin d'avoir été avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme et avocat. Vous restez avec nous. On change d'ambiance, hein, carrément. Qui c'est qui l'a dit? Voilà, déjà c'était pas facile à dire. On a réussi à le dire. On est dans les temps. Messieurs, préparez-vous. Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez vu dans la presse, parce que là ça va cogner. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec des vraies coulisses comme on les aime, bien entendu, puisque nous rentrons dans le jeu du qui c'est qui l'a dit, et c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Serge est avec nous de Marseille. Serge, vous allez pouvoir jouer face et contre Philippe Bilger, contre Olivier d'Artigol ou contre Jean-Michel Fauvergue. Et là, je peux vous dire que c'est du lourd. Et vous risquez une mise en examen. Voilà, direct. Écoutez, vous m'avez dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le judiciaire là, ou quelque chose comme ça. Il y a un ancien avocat général. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. On peut pas. Oui. Ah ben ça va, c'est bon, largement. Ça fait. Rien à voir avec le Viagra. On est bien d'accord. C'est très bien. Non, mais c'est pas pour ça. Non, mais c'est très bien, Qu'est-ce qu'il y a, Serge alors? Vous êtes sûr, Serge? Allez, Serge. Allez, les amis, on y va. Donc Serge contre Jean-Michel Fauvergue. Allez, qui c'est qui l'a dit? On démarre tout de suite. Sur le prix des carburants, tout geste de Total est bon à prendre, mais on a une baisse. Non. On a quoi? Une baisse. On a une baisse. Mère. Non. Alors là. Non. Ça concerne les transports. C'est un ministre. Bonne réponse, Clément Beaune. Non, Serge, ça n'est pas Ruffin. Non, il a été un peu plus rapide, notre ami Olivier d'Artigol. Merci Francis. Clément Beaune. Deuxième question. Qui c'est qui l'a dit? Enfin, ils sont gentils. Ils parlent de démocratie, mais ils ne savent pas trop ce que c'est chez LFI. Non. Marine Le Pen. Non. LR. Non. Renaissance. Berger. Non. Il a pris la place, il avait la place de Corbière. Il avait la place de Corbière. De Coquerel, pas Coquerel. C'était été plus rapide. Oui, c'est nous. C'était l'ancien président de la commission des finances. C'est Olivier. 4-0. Comment 4-0? Ah oui, c'est 2 points par 2 points. Ah mais on ne l'avait pas dit ça. On doit recommencer. Ça change rien. Déjà, vous demandez des questions avant la rémission. Vous perdez, Jean-Michel, ça change rien. Allez. Qui c'est qui l'a dit en parlant de l'ISF vert? Quand on a un problème à régler, on crée une nouvelle taxe. Le maire. Non. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est très 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 haut au niveau de l'État, très très haut. Et je répète qu'il a plusieurs cordes à son arc. C'est pas mal. Le maire. L'archer. Ah, c'est joli. Il l'avait fait hier et j'ai mis du retard. Oui.
Qui c'est qui l'a dit? Non, moi, on l'accepte cette. On l'accepte, oui. Avec l'arc et tout ça. C'est pas un problème. La Macronie doit. C'est mauvais. Non mais attendez, tout est permis. Et vous étiez libre de le dire. Vous êtes de la police, vous êtes de la police. Jean-Michel, c'est une vilaine ambiance ici. Qui c'est qui l'a dit? La Macronie doit apprendre à perdre. Coquerel. Non. C'est une femme. C'est une femme. C'est Panot. Bonne réponse. Là, il a été un petit peu plus rapide. Non. Philippe, c'est moi. C'est Philippe Bilger? Non, mais non, c'est moi. Non, je dirais que c'est Jean-Michel. Un poil plus rapide. Je le dis. De toute façon, ça en fait une contre deux. Quoi. Allez. Alors j'ai 6 points, c'est ça? Non, 6-2. Non, vous avez rien du tout. On vous expliquera. Tu joues contre tout le monde. Vous êtes policier, vous pouvez pas tout comprendre. Qui c'est qui l'a dit? J'en ai marre des pompiers pyromanes qui expliquent que nous serions en déni de démocratie. Ce matin. Bonne réponse. Yael Braun-Pivet. Si on prononce mal, on compte quand même la réponse. C'est vrai que j'ai fait tout dégueulasse. Allez, la dernière. Qui c'est qui l'a dit? Yael Braun-Pivet. Qui c'est qui l'a tweeté? Yael Braun-Pivet a donc préféré le rôle de porte-flingue à celui de garante des institutions. C'est Coquerel, ça. Non. C'est une femme. Courson. Non. Femme. Panot. Non. Rousseau. Oui, bonne réponse. Sandrine Rousseau. Et je crois que, cher 10-2. Serge, vous avez largement gagné. Vous avez fait le bon choix, Serge. Mais Jean-Michel Fauvergue est très élégant, donc il a fait semblant de ne pas savoir. Alors qu'il sait tout, il sait tout sur tout le monde, on sait bien. J'arrive trop tard. Serge, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, c'est le coup de gueule de Philippe David contre les hommes enceints. Oui, voilà. Ça vient de sortir. Et le top clic de Félix Mathieu. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol est avec nous, Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Ils sont en train de faire leurs devoirs là. On a l'impression que trois petits écoliers qui font leurs petits devoirs. C'est trop mignon. Et j'adore l'idée. Allez, dans un instant, on reparlera justement de votre tour de table de l'actu. Le top clic de Félix Mathieu. Mais ça suffit, oui. Est-ce qu'on peut parler? Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe David, ce coup de gueule contre les hommes enceints. Oui, Cécile, l'édition pour le Royaume-Uni du magazine Glamour a fait sa une avec la photo de Logan Brown enceinte, ou plutôt enceint, puisque, outre le ventre fort arrondi de l'intéressé, la légende parle de fierté trans enceinte. Trans Pregnant Proud aux versions originales. Logan Brown est en effet habillé en homme, car il faut en conclure avec cette propagande contre nature d'un nouveau genre qu'un homme peut être ou pourrait être enceint. Une question se pose. Pour que le ventre de cette femme porte un enfant, il ne peut être qu'un ventre de femme. C'est la loi de la nature et c'est comme ça. Alors qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi, un homme ne peut pas être enceint, et dire cela n'est pas de la transphobie, c'est affirmer une vérité indiscutable. Aragon disait que le poète a toujours raison, alors je conclurai en citant Renaud que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. Philippe Bilger, c'est... Un homme ne peut pas être enceint, mais vous avez été parfois un saint, mon cher Philippe David. Devant les attaques qu'on déversait contre vous, vous êtes resté impassible. Oui, absolument. Ça dépend comment vous écrivez ça. Hein, ça la même chose. Le poète disait aussi la femme est l'avenir de l'homme. Il se trouve donc là que c'est le corps d'une femme, mais d'une personne qui se sent homme et qui a souhaité le devenir. En fait, je ne vois pas en quoi cette actu, je vais certainement vous choquer, nous enlève quelque chose aux uns et aux autres. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut tout simplement dire que c'est une femme, bien évidemment, qui est enceinte, mais que cet individu-là se reconnaît dans le statut d'un homme. Et beaucoup de personnes qui, justement, dès l'enfance, ont ce problème-là, peuvent en souffrir énormément et vivent leur cheminement comme une libération. C'est réel ce que je vous dis. Mais je nie pas la souffrance, mais un homme ne peut pas être enceint. C'est la biologie. J'ai commencé par dire que c'était une femme. Jean-Michel Fauvergue. Oui, j'entends tout ça, c'est bien compliqué pour moi, je vais vous dire, parce que je pense que... Faites un effort, Non, je sais pas là-dessus. On a des différences, différences importantes, et une des libertés, d'ailleurs, de la femme, c'est une liberté, une des beautés de la femme, c'est de pouvoir mettre au monde
donner la vie et mettre au monde. Et ça, je pense qu'il ne faut pas lui enlever par des manipulations quelles qu'elles soient, par des articles de presse, etc. Donc il faut le garder, ça. Moi, c'est véritablement quelque chose qui me tient à cœur, et je trouve ça très beau. Moi, j'ai pas eu bien évidemment la possibilité de mettre au monde à partir de mon corps. J'ai eu la possibilité de sauver des vies, et ça, c'est quelque chose sur lequel je compare un peu les deux choses, et ça m'a apporté une satisfaction très importante, et je pense que les femmes enceintes doivent avoir cette satisfaction-là. Ouais. Ils doivent la garder. En tout cas, c'est difficile à faire comprendre à des enfants forcément qu'un homme peut être enceint. Donc c'est la limite. Il ne faut pas leur dire ça, d'ailleurs. Non, mais c'est ce qu'on montre dans les journaux. Oui. Il faut l'expliquer. Et les femmes, vous sauviez des vies. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que les femmes les font venir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh là là, j'aime bien être avec vous. Vous êtes. Qu'est-ce que c'est philosophique? C'est élevé. Non, mais c'est bien parce que ça. Je pense qu'on revient sur des bases. On est entouré d'amoureux de femmes, donc ça fait plaisir, et je le sens. Allez, tout de suite, sinon je vais verser une larme, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui présente ses excuses ce soir, après avoir été critiquée toute la journée suite à ses propos sur l'immigration tenus ce matin. Et accusée de racisme, notamment par plusieurs responsables de la France Insoumise, la présidente PS de l'Occitanie, figure des socialistes anti-NUPS, était ce matin sur le plateau de nos confrères de France Info. Elle a voulu plaider en faveur de l'immigration et de ses apports bénéfiques pour la France, mais beaucoup lui reprochent les exemples choisis. Qui c'est qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid? Il y avait beaucoup d'immigrés. C'est qui les personnalités préférées des Français? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah. Ce sont des Français. Ce sont des Français. Attention, il y a une différence. Pardon? Ce sont des Français. Oui, non, mais tout à fait, mais ils sont vraiment d'origine d'autres pays. Ce sont les fruits de l'immigration. Mbappé, il est né en France. Non, mais c'est leurs parents, ces personnes que je vous cite ne sont pas. La mère de Kylian Mbappé est née en France. Non, mais si vous, à ce moment-là, je ne pense pas. Vous parlez d'origine. Non, mais ce que je veux vous parler, c'est qu'on ne peut pas quand même, quand on est en politique, être juste dans la stigmatisation de l'immigration. Précisons que ce sont les pères de Kylian Mbappé et de Yannick Noah qui sont issus de l'immigration. Pour autant, la séquence a provoqué une levée de bouclier. Carole Delga affiche ses préjugés sur la nationalité de Français d'après leur couleur de peau. Tweet Jean-Luc Mélenchon qui poursuit. Consternante contamination par les clichés de l'extrême droite. Tous ces gens défont la France au lieu de construire chaque jour son unité. Et le leader insoumis ajoute même « l'Occitanie mérite mieux ». Autre réaction, celle de la députée LFI Nadège Abo-Mangoli. Au bout de combien de générations Madame Delga nous autorise-t-elle, nous qui sommes noirs, à être considérés comme français? Lutter contre la stigmatisation, dit-elle? Non merci, pour lutter on se passera des biais racistes de ceux qui disent « j'ai un ami noir » ou « j'aime Yannick Noah ». Finalement, la présidente de l'Occitanie a fini par s'exprimer dans un communiqué sur Twitter, exprimer des regrets, on va dire. « Je m'appelle Delga », dit-elle, première, deuxième, centième génération. Nous sommes tous des Français, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie, au succès de notre pays. Je regrette, dit-elle, de m'être mal exprimée. Une réaction. Dans le sous-texte, il faut dire que les insoumis, s'ils sont montés aussi fort, c'est qu'ils ont des comptes politiques à régler avec Carole Delga, qui ne pense pas que la NUPES, pour résumer, soit l'avenir de la gauche. Mais bien sûr que sa formulation est maladroite, qu'elle peut y compris dire une bêtise. Elle est revenue sur ses propos en avouant une maladresse et en présentant y compris des excuses. Mais la meute est lancée. J'en ai assez de ces phénomènes de meute. Oui, mais Olivier, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut voir que Ruffin, récemment, avait dit une chose juste sur le fait que le problème du genre n'était pas prioritaire. Immédiatement, on lui est tombé dessus, il a changé d'avis. Et Carole Delga, lorsqu'elle a eu droit à un bon portrait dans Le Monde, elle n'hésitait pas à traiter tous les électeurs du Rassemblement national de fascistes. Alors... Ouais, moi c'est ça qui me choque le plus, c'est que sous cette pression malsaine, alors effectivement elle n'est pas très à droite dans ses déclarations, c'est le moins qu'on puisse dire, mais et puis elle se mélange un peu les pinceaux. Mais sous cette pression malsaine, elle revient sur ce qu'elle dit en faisant un monolorable, mais il faut
pas du tout faire ça face à des ennemis comme ça. Effectivement, la France insoumise, c'est les ennemis des socialistes républicains. Et Delga est une socialiste républicaine. Allez, autre sujet, au lendemain de la rupture du barrage dans la région de Kherson, les réseaux sociaux s'émeuvent du sort des animaux piégés par la montée de l'eau. Plusieurs dizaines de villages inondés ou menacés de l'être bientôt, des milliers d'habitants évacués et des animaux piégés, que ce soit dans la nature, dans les zoos, animaux sauvages, d'élevage ou bien de compagnie. Un grand journal de Kiev, par exemple, partage la vidéo de l'employé d'un zoo en plein désarroi au milieu du parc inondé où tous les animaux ont péri. Alors pas mal de vidéos aussi, notamment de gens en train de secourir des chiens dans les rues inondées. Un écocide, déplorent même les écologistes ukrainiens, d'autant qu'en plus de l'eau, plusieurs centaines de produits polluants, notamment des huiles de moteur, se sont répandus dans la nature après la rupture de ce barrage. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu des vraies voix, celle de Philippe Bilger, d'Olivier d'Artigol et de Jean-Michel Fauvergue. Vous pourrez bien entendu commenter. On vous accueille au standard quand vous voulez, c'est votre maison ici. Les vraies voix, et c'est Parlons Vrai et Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est content quand ils sont là, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. Et vous aussi, vous les appréciez. Ben oui, vous nous le dites, merci beaucoup pour eux, parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils sont trop modestes. Ils se disent, il a eu un petit coup de mou, Olivier d'Artigol, au qui c'est qui l'a dit. D'habitude, il est plus brillant que ça. Mais n'empêche qu'il a permis de gagner aussi. Oui, c'est vrai. En fait, j'avais les réponses, mais il a été plus rapide que moi, c'est ça. Franchement, on aurait dû diriger le raid. Je vous aurais bien vu tous les... Le raid à 3 têtes, ça aurait été très bien. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Remarqué qu'il reprend. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et pour vous, Philippe Bilger, Sandrine Rousseau a tort quand elle affirme qu'au bout de la colère populaire, il y a la violence. Oui, je le dis d'autant plus volontiers que j'ai appris cette phrase hier soir et que je l'avais mal interprétée. Je l'avais interprétée en disant elle veut dire que lorsqu'il y a la colère populaire, le pouvoir peut faire preuve de violence. Et c'était une grave erreur de ma part. Elle signifiait ce que tout le monde avait compris, qu'au bout de la colère populaire, il y a la violence. Je trouve extrêmement grave de la part de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, que je ne méprise pas, que je ne tourne pas en permanence en dérision, de légitimer la violence. Au fond, qu'elle soit sociale, politique, économique, judiciaire, civique, la violence est inadmissible et je pense que les personnalités emblématiques, quel que soit leur bord, devraient ne jamais tomber dans une légitimation de la violence. Olivier d'Artigol. Oui, j'ai vu se passer cette actualité, un salarié d'une grande ancienne distribution. Non, mais c'était pour réagir à Philippe Bilger. Je passe mon tour là. Ah bon. Jean-Michel Fauvergue. Alors, au bout de la colère, la violence, ça arrive quelquefois. On va pas le nier. Est-ce que une femme politique qui normalement devrait passer son temps à défendre l'écologie, est-ce qu'une femme politique a raison de dire ça? La réponse est non. Et plus ça va, moi plus je pense que je suis dans le mauvais siècle. J'aurais été dans un autre siècle, j'aurais peut-être connu Jean-Jacques Rousseau, ou un peu plus tard, j'aurais connu Henri Rousseau, qui est le douanier Rousseau, le peintre. Non, on côtoie Madame Rousseau et je pense que les pensées de Madame Rousseau, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans cette démocratie aujourd'hui. J'ai retrouvé mes esprits, mais quand c'est formulé par le leader de la CFDT, par Laurent Berger, qui dit mais toute cette colère peut nourrir de la violence au regard de son expérience, et ça n'est pas le profil, j'ai envie de dire, le plus le plus énervé, le plus irritable. Ça veut donc dire qu'il y a dans la société française aujourd'hui, du fait d'un processus qui s'additionne, et je ne les développe pas, un terreau de violence possible qui nous préoccupe beaucoup et qui devrait préoccuper les acteurs publics. On passe à votre tour de table. Ça se passe chez Auchan, la mise à pied d'un salarié qui a chanté trop fort. Écoutez. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour rendre un hommage à Thomas, injustement sanctionné.
Ce salarié d'une grande enseigne de distribution est resté Thomas. sans voix quand il a appris sa mise à pied. Il embauche le matin à 5 heures, ce sont des travaux très pénibles, pour mettre en rayon, dans le rayon liquide, la cave, que connaît, les rayons que fréquente assidûment Philippe David, pour mettre donc tout ça en ordre avant l'ouverture du magasin. Et donc il y a une radio, une musique d'ambiance, et il chante un peu fort. De quoi est fait aujourd'hui le monde du travail pour que ce salarié n'est pas simplement une discussion avec sa hiérarchie, c'est le chef de service certainement, pour dire bon écoute, ça importune certains de tes collègues, pour que cela se règle d'une bonne manière plutôt que la mise à pied. Il a été très voilà, nous-mêmes ici sur les vraies voix, il nous arrive de devoir supporter Philippe David qui chante. C'est pas toujours, il y a une souffrance pour nous. Ça nous arrive de supporter les blagues qu'il peut faire. Pour autant, on n'est pas allé voir Patrick Roger pour demander une mise à pied. Bon, on se règle les choses entre nous. On a commandé du goudron et des plumes, et ça restera entre nous. Mais on n'est pas à demander la mise à pied, vous voyez. Quand j'étais un petit... Non, combien de fois il nous a bousillé de belles chansons en les chantant comme ça, sans qu'on lui ait rien demandé. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dû discuter avec ceux-là. Merci de m'avoir épargné, merci beaucoup. Voilà. On aurait dû discuter avec lui, c'est tout. Jean-Michel, défendez-moi. On est un peu tout de propos. Non, vous êtes indéfendable. Et puis vous m'avez pas filé les réponses aux questions. Non, il n'en est pas question. On est un peu sur toute proportion gardée sur l'histoire de Carnac et de ses menhirs. Des fois, on marche sur la tête. Sauf si cet employé le faisait tout le temps. On lui avait dit souvent. Sauf s'il le faisait tout le temps, après une soirée bien arrosée. Moi, je sais qu'après une soirée bien arrosée, les gens me disent arrête de chanter. Ouais, oui, mais là c'était le matin pas arrosé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est sur la terre. On souhaite que ça puisse s'arranger. Oui, il y a toujours des... Et Jean-Michel Fauvergue, l'hommage du président de la République rendu aux premiers Français débarqués en juin 1944. Oui, moi je m'arrête sur cet hommage du président de la République qui a eu lieu le mardi 6 juin en commémoration du débarquement. Le président de la République était près des commandos Kieffer, les commandos Kieffer, c'est 177 personnes 177 soldats français qui ont débarqué en premier. Les Anglais ont eu la courtoisie et la gentillesse de laisser... Le chef des Anglais qui s'appelait Lord Lovat. Voilà, de laisser débarquer ce commando Kieffer, 177 hommes qui ont mis les pieds en Normandie les premiers. C'est au redoutable centre d'entraînement du commando d'Akanakri en Écosse que ces hommes sont formés en 42. Ils reçoivent leur béret, qui est un béret vert, et qu'ils portent de la manière anglaise, c'est-à-dire le côté gauche sur le haut, et qui garderont ça, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Aujourd'hui, vous avez 7 commandos de marine, à peu près 400 hommes, qui se battent sur tous les terrains. Et rappelez-vous, si les 177 Français, la plupart ont laissé leur vie pour défendre notre pays, récemment, deux personnes du commando, Cédric Pirapon, Alain Bertoncello, ont laissé leur vie en mai 2019 pour aller sauver des otages français au Burkina Faso. La devise du commando Kieffer, c'est « Unis, nous conquérons ». La devise des nageurs de combat, à votre avis ? Je l'adore. Les nageurs de combat, ils sont tous dans les commandos de marine. La devise des nageurs de combat, c'est « Sortis du ventre de la nuit, ils sont porteurs des foudres de Neptune ». Ouais, c'est beau. Merci beaucoup pour cet hommage. Restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce coup de projecteur. La loi laïcité de 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires ? 0826 300 300. Il y a une petite interrogation. Alors, est-ce qu'on parle de l'abaya ? Est-ce que c'est finalement un habit communautaire ou pas ? Vous voulez nous en parler ? On vous attend au standard tout de suite et on fait une petite pause en attendant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dans cette famille du jour, il y a bien entendu Philippe Bilger, il y a Olivier D'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. Vous êtes bien dans les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous voulez participer et commenter, bien entendu. 0826 300 300, c'est votre numéro. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, d'après le bilan mensuel du ministère de l'Éducation nationale, le nombre de signalements d'atteinte à la laïcité a augmenté de près de 25% au mois d'avril en comparaison au mois de mars dernier, avec le port de tenues religieuses en tête des faits. L'abaya, la robe traditionnelle, n'est pas interdite par la loi, mais souvent prohibée au nom de la laïcité. L'ambiguïté sur cette tenue traditionnelle est source de conflit, Philippe. Oui, Cécile, certains l'interprètent comme un signe clair d'appartenance religieuse, d'autres y voient une avancée des normes de l'islam radical dans la société française et une menace pour la laïcité. À ce titre, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a réuni hier les recteurs d'académie pour tenter d'endiguer le phénomène et affirmer sa fermeté face aux pressions communautaires dans certains quartiers. D'où notre question, laïcité, la loi de 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires ? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes témoin d'atteinte à la laïcité dans l'établissement scolaire de vos enfants ou de vos petits-enfants ou dans votre propre établissement scolaire? Appelez-nous au 0826 300 300. Donc cette question, la loi 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires? Vous dites non à 89%. Et pour en parler, Gwenaëlle Surel, secrétaire générale adjointe du SNP-DEN UNSA. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Philippe Bilger. L'abaya, puisque c'est vraiment le sujet du jour, vêtements traditionnels ou vêtements religieux, aujourd'hui, leur cœur balance. Alors, il est évident, j'ai lu les articles qui faisaient référence à ce vêtement traditionnel. À partir du moment, si on s'attache à examiner cas par cas la situation des jeunes, des personnes qui portent ce vêtement, on n'en sortira pas. Je veux dire, parce que il est impossible de sonder le cœur et les reins et donc d'être persuadé qu'un tel n'a pas de dessein religieux et qu'une autre là. Moi, je serais peut-être un peu sommaire, mais je dirais que tous les vêtements qui ou bien réellement sont à finalité religieuse, ou bien prêtent à une interprétation religieuse parce qu'ils demeurent dans l'équivoque, devraient être clairement interdits. Et je note que le ministre de l'Éducation nationale, même sur ce sujet, a beaucoup de mal à se prononcer sans équivoque. Il dit en permanence, on va réfléchir, on va nommer une commission. Ça n'est pas le ministre des périodes de crise, c'est le moins qu'on puisse dire. La loi de 2004, qui est une bonne loi, ne permet pas aujourd'hui de répondre à l'actualité abaya. La circulaire de 2004 part de tenues, donc, mais ne détaille pas les tenues. Et d'ailleurs, la patate chaude, j'ai envie de dire, est renvoyée au niveau des établissements et des chefs d'établissement. Et d'un établissement à l'autre, vous n'avez pas la même réponse. Et ce n'est pas le même climat dans les territoires. Il y a des fois des pressions communautaristes, de l'islamisme, il y a du prosélytisme, et les chefs d'établissement sont en très grande difficulté. Et dans d'autres, ça peut ne pas être ça, et c'est simplement un habit qui vient d'ailleurs, on dit, un habit, c'est les pays du Golfe. Hein. Oui. Bon, moi je pense qu'il faut de nouveau, au niveau national, une réflexion. Est-ce qu'il faut aller in fine jusqu'à une nouvelle législation? Ça, je ne sais pas à ce stade-là. Mais en tout cas, première chose, on ne peut pas renvoyer l'arbitrage au niveau des établissements scolaires. Ça, c'est pas possible. Jean-Michel Fauvergue. Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Complètement d'accord avec ça. La vraie question, c'est faut-il une loi? Moi, je pense que ça peut se régler avant l'étape de la loi. Je pense pas, pour avoir été législateur, encore moins, je pense pas que chaque étape de notre vie doit être réglée par une loi. C'est à un certain moment. Tout à l'heure, on parlait des libertés dans l'autre débat. À un certain moment, on va pas faire des lois sur tout, mais on peut régler cette problématique-là par une circulaire au niveau du ministère. Il y a une circulaire qui s'appliquerait à tous les établissements pour effectivement ne pas laisser la patate chaude à ces établissements. On peut avoir des circulaires, mais attention, quand on prend une circulaire, quand on parle de laïcité, on parle de laïcité envers toutes les religions. Donc la manière de se vêtir, elle doit intervenir sur toutes les religions, bien que aujourd'hui notre problématique, elle est orientée dans une seule direction, bien évidemment.
On va en parler donc avec Gwenaëlle Surel. Pap Ndiaye avait refusé en novembre dernier de dresser la liste des tenues autorisées à l'école. Pourtant, souvenez-vous, le croc-top avait été interdit à des élèves en bas âge, en fait, à des jeunes. Donc, c'est possible, visiblement possible. Alors, moi je crois qu'à un moment il faut poser la question du contexte de la loi de 2004 et du contexte actuel. Dans le contexte actuel, on a quand même tout un courant de nouvelles pensées auquel le SNP2N n'appartient pas, mais pour lequel il y a une vraie raison d'affirmer d'abord la liberté de tenue avant d'exprimer la question de la laïcité. Je rappelle qu'il y a eu un sondage en 2020 qui, je crois que c'était un sondage IFOPS, qui disait que chez les jeunes, et chez beaucoup de jeunes, le respect de la liberté de tenue passait avant la laïcité, pratiquement à plus de 80% des jeunes de moins de 25 ans. Je le redis parce que la question de changer la loi de 2004, on est dans un contexte différent. Je rejoins totalement les collègues qui ont évoqué la question de la complexité. La complexité, elle est difficile à gérer dans l'établissement pour deux raisons. Si on applique la circulaire de 2004, le premier point lorsqu'il y a un problème de tenue ostensible, c'est de recevoir l'élève, puis ensuite de recevoir la famille. Lorsque vous avez une dizaine d'élèves qui portent l'abaya, la gestion par les conseillers principaux d'éducation et l'équipe de direction, proviseur et proviseur adjoint peut se faire relativement facilement à raison de rendez-vous espacés. Quand vous arrivez dans des lycées plus particuliers où on a plus de 200 jeunes qui arrivent avec l'abaya, bien à un moment, très clairement, d'un point de vue pratico-pratique, eh bien on ne peut pas recevoir les 200 jeunes et on ne peut pas aller, on va dire, à l'encontre, on va dire, de certaines pressions aussi qui peuvent exister. Et puis un dernier point sur ces typologies de lycée. On est dans une complexité de la généralisation et moi je partage le point de vue de faire une loi pour tout. Je ne sais pas si ça peut répondre à tout. On va pas faire un catalogue à la Prévert de l'ensemble des tenues que l'on peut porter ou pas porter, étant ostensible ou pas. On va être très très clair. Actuellement, on n'est plus sur la question de l'abaya, mais sur la question des gants. Porter des gants, est-ce un signe ostensible? Si on commence à évoquer cette question-là, si vous avez dans la loi de 2004 ou la nouvelle loi qui pourrait se mettre en place, le fait de dire qu'on ne porte plus de gants, ça va être un peu plus complexe pendant l'hiver. Et en fait, on a tout un groupe de pression qui arrive et qui essaye de contourner la loi. Et je vais plus loin, on a nos jeunes filles qui sont parfois préparées à un discours et préparées au discours dans le bureau du proviseur sur un élément très précis, un élément de consommation, où si vous allez sur certains sites de magasins féminins, alors je ne vais pas les citer, mais on vous vend des abayas sans citer le mot abaya. Ah oui. Mais vous avez votre abaya voilà, à un prix X et à aucun moment, et les jeunes filles nous ont montré les sites, elles disent avoir acheté une robe qui n'est pas écrite abaya. Nous, on sait que derrière, il y a c'est une abaya, c'est très clair, c'est un signe ostensible, on se doit de lutter contre, mais on voit bien que, on va dire, il y a une organisation faite pour que, globalement, le principe de laïcité soit mis à mal. Mais Gwenaëlle Surel, est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle loi? Parce que là, c'est un peu à la tête du client. Dans tel lycée, ça va être tel règlement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en abaya, et dans l'autre, il y en a 2 ou 3, donc on va les convoquer et calmer les affaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle loi comme en 2004? Moi, je reste prudent sur la loi. Si la loi, c'est pour simplement citer les signes ostensibles, elle sera à un moment ou à un autre contournée. Si c'est pour la redéfinir totalement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin dans la loi, et ça veut dire qu'il faut qu'on s'attaque aux vraies causes, et clairement des éléments de quartier qui sont quand même de plus en plus importants, où en fait les jeunes filles sont préparées à un discours rhétorique par un certain nombre d'accompagnateurs qui leur permettent de tenir tête, excusez-moi, au personnel de direction et au CPE. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a le même discours. Je dis juste que la loi, elle va être complexe à mettre en place sur un nouveau regard chez les jeunes
Et deuxième élément, sur la question de ne pas être dans un catalogue à la Prévert d'un certain nombre de tenues parce que on va avoir du mal à tenir. Voilà. Mais sinon, pardon, plutôt que, Philippe Bilger, plutôt qu'une loi, un règlement intérieur une circulaire du ministère, de chaque qui s'impose à tous. Mais il y a le règlement. Alors c'est pour ça que moi, il me semble que le règlement intérieur du lycée peut répondre à cela. Bon, faudrait réétudier de plus près la proposition du ministre là aujourd'hui, mais elle peut aussi aller dans le bon sens sur, on va dire, une signature de comment dirais-je, de partenariat avec les parents pour affirmer le principe de laïcité et donc avoir des tenues qui ne soient plus ostensibles. Voilà. Après, la question de la loi, il faudra quand même la réétudier de façon beaucoup plus profonde et dans vraiment un nouveau contexte, et à nouveau pas un nouveau contexte que de quartier. Un nouveau contexte global de regard des jeunes sur la laïcité. Je veux juste rappeler un dernier effet. Dans certains lycées de centre-ville où globalement il n'y avait pas obligatoirement des quartiers qui pouvaient amener la baya, ce sont des jeunes de catégorie socio-professionnelle plutôt très positive qui ont manifesté devant le lycée pour qu'on laisse rentrer les 2-3 jeunes qui avaient une abaya. Voilà. Je le redis, parce que ça c'est un élément nouveau. Important. Philippe Bilger, vous en effet, si on fait une loi qui se contente d'imaginer toutes les apparences possibles et imaginables, on n'y arrivera pas, parce que chaque jour nous en apportera de nouvelles. Mais est-ce qu'à votre avis, une réflexion tranquille et pertinente sur ce qui serait absolument inadmissible sur le plan du vêtement dans les lycées ne pourrait pas être mise en place? Au fond, il faudrait qu'on soit parfaitement accordé sur ce qui est inadmissible, et parfois j'ai l'impression qu'on ne l'est même pas. Alors je ne veux pas parler du retour de l'uniforme qui permettrait de régler tout ça. Tiens, vous pensez que le retour de l'uniforme réglerait ça ou pas du tout? Appelez-nous au 0826 300 300, Gwenel Surel. Oui, moi, d'abord, merci Monsieur Surel de ces précisions-là, et puis j'admire la diplomatie que vous avez pour parler de certains de vos collègues qui rament à contresens des valeurs de la République, et évidemment c'est difficile, et c'est difficile de faire ce que dit Philippe de cette manière-là, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de choses alors que certains ne sont pas du tout d'accord avec ce phénomène-là. Non, moi je voulais juste répéter que pour moi, la loi, c'est un peu comme en navigation, c'est-à-dire on donne le cap, elle doit donner le cap, la loi, dire ça sera interdit, etc. Et après, vous avez des règlements, les arrêtés d'application, des règlements, des circulaires qui fixent et qui font bouger cette loi, qui la font vivre. Je pense que le circulaire au niveau du ministre, au niveau de l'éducation nationale, serait quelque chose d'intéressant, parce que justement, elle s'imposerait à tous les établissements, et en s'imposant aux établissements, elle rend service justement aux chefs d'établissement, parce qu'elle serait applicable de plein droit, elle viendrait du ministère avec toute l'autorité du ministère. Mais pour ça, il faudrait un ministre qui fasse preuve d'autorité dans ce domaine-là. Gwenel Surel, et on repart au 0826 300 300, court Gwenel Surel s'il vous plaît. Très court, la loi elle existe déjà à partir des éléments de 2004 qui dit signe ostensible par rapport à une tenue. Il n'y a pas de débat sur l'abaya. L'abaya est un signe ostensible et on se doit ou on se devrait de l'enlever. Ce que j'ai voulu, et non pas par protection corporatiste, mais j'ai juste voulu expliquer pourquoi dans certains lycées on ne peut pas répondre à la loi d'un point de vue pragmatique. Voilà. Ça n'empêche pas que dans tous les cas pour le SNPD et l'UNSA, on est très au clair sur la loi de 2004 puisque c'est nous-mêmes qui avions participé à l'ensemble des éléments pour la mettre en place. Mais il y a un moment, un élément pratico-pratique. Vous ne pourrez pas vous opposer à 300 élèves qui veulent rentrer en abaya dans un établissement. Voilà. Restez avec nous, 0826 300 300, une réaction de Serge qui est avec nous. Allô? Oui, Serge, on vous écoute. Mais je crois que Philippe Bilger a raison quand il dit qu'une liste exhaustive, c'est impossible à faire, quoi. Je vois pas comment on peut faire ça, parce que alors il va y avoir collection d'hiver, collection d'été, et tous les 4 mois il faut réactualiser la loi, quoi. Est-ce que moi, il y a quelque chose que je ne sais pas, est-ce que la loi de 2004 est vraiment respectée? Oui, on va poser la question à Gwenel Surel, secrétaire générale du SNPD. Oui, allez-y. Elle est vraiment respectée, la loi, rapidement?
Vous le constatez par vous-même. On vient de le dire. Certains établissements laissent passer l'abaya. Voilà. Donc vous avez la réponse dans cet exemple-là. Mais pour quelles raisons en fait? C'est quoi les raisons? C'est par peur, d'intimidation? C'est par conviction? La loi du nombre. C'est quoi? Non, la première raison, à nouveau, si on est dans le respect de la loi, je répète, dans la circulaire, c'est très clair. Vous recevez en priorité l'élève, vous êtes dans un dialogue. Ensuite, si le dialogue n'aboutit pas, vous recevez la famille. Si le dialogue n'aboutit pas, on peut aller sur des éléments disciplinaires. À nouveau, si vous avez 150, 200 élèves, et c'est le cas dans certains lycées qui arrivent en abaya, vous essayez de trouver 150 fois 30 minutes, plus la famille derrière, plus le conseil de discipline. Oui, mais... C'est pragmatiquement pas possible, c'est tout. Et donc là, il y a une évolution dans les quartiers. Je vais le dire comme cela, mais voir une volonté très claire d'imposer un certain nombre d'éléments qui font que, au-delà de la loi et au-delà de la probité professionnelle des personnels de direction et des proviseurs en particulier, c'est très compliqué à la mettre en œuvre et à l'appliquer. Oui, mais voilà. À l'époque, pardon de parler, je suis un peu plus âgée que... Bref, peu importe, moi je serais venue à l'école à l'époque dans une tenue qui ne correspondait pas, je ne rentrais même pas dans l'école en fait. On me disait, vous rentrez pas, on appelait mes parents, vous venez la chercher, elle est là sur le banc de touche et vous venez la chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu radical ce que je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ou pas? Oui, c'est possible dans certains lycées, ça se fait très bien. Et pourquoi ça n'est pas fait alors? Non, alors je répète, dans certains lycées, à la mesure des possibilités des vies scolaires et des personnels de direction, c'est fait. On ne peut pas dire que c'est pas fait. Par contre, très clairement, dans certains lieux, c'est très compliqué. Je répète, aller devant des lycées et essayer de vous opposer à 200 ou 300 jeunes, qui plus est, qui ont l'aval d'autres jeunes qui ne sont pas sur ce port-là de signes religieux. Je mets au défi chacun d'y aller. Voilà. Vous restez avec nous, on prend Sissi au 0826 300 300. Bonsoir Sissi. Oui, bonsoir Sissi. Oui, bonjour. Voilà, je bouillonne dans ma voiture en vous écoutant parce que je trouve ça inadmissible. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'abaya, c'est pas ça. C'est quelque chose qui nous vient d'Arabie Saoudite et je trouve pas normal qu'on puisse les accepter. On refoule des filles parce qu'elles ont un jean un peu trop déchiré ou en débardeur, mais par contre on laisse rentrer des filles en abaya. Et je trouve que les proviseurs devraient avoir plus de pouvoir et ne pas les laisser rentrer au sein de l'établissement, tout simplement. Si, j'ai pas très bien compris votre position en fait. Est-ce que vous êtes pour le fait de refuser l'abaya ou Oui, je suis contre le port d'abaya dans les lycées. Okay. Pour moi, ça n'a rien à faire dans un lycée. D'accord. Jean marocaine, ça n'existe pas au Maroc. Alors je trouve, pourquoi ça existe ici, quoi? C'est ça que je. Mais c'est important Olivier D'Artigol. Vous avez eu raison de rappeler ceci. Mathilde Panot a eu un tweet aujourd'hui indiquant que le Parisien faisait preuve d'islamophobie puisqu'il stigmatisait les femmes musulmanes. Le Parisien fait sa une sur l'abaya. Sauf qu'il faut rappeler que les femmes musulmanes dans notre pays ne portent pas l'abaya. Et au quotidien, peut-être dans les locaux de Sud Radio ou à l'hôpital ou dans la police, la gendarmerie, il y a énormément de citoyens français de confession musulmane dont vous ne connaissez pas la confession. Comme il faut le rappeler quand même. C'est comme celle qui il faut le rappeler burkas, parce que l'écrasante majorité des femmes musulmanes dans notre pays ne veulent pas l'abaya. Vous restez avec nous 0826 300 300. On continue sur ce sujet jusqu'à 19h. On fait une petite pause. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Ça sonne terriblement au standard et merci en tout cas de votre fidélité. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on continue ce sujet sur l'abaya. Gwenaël Surel est avec nous, toujours un secrétaire général adjoint du SNPD UNSA. Pas facile à dire, mais surtout quand on le dit vite. Vous êtes toujours avec nous. Et puis ça sonne au 0826 300 300 avec Hakim qui est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir. Bonsoir les gens. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur ce sujet de l'abaya? Ouais, moi je dis qu'il faut se décrisper un peu dans ce pays. Moi je sais pas, il y a aucun vêtement qui me choque. Moi, c'est vous qui le portez, c'est pas moi. Je m'en fous en fait quoi. Il y a un moment où il va vraiment falloir arrêter de se crisper comme ça sur la façon de s'habiller des gens. Si vraiment ça gêne, je vais vous dire un truc. Que la loi soit nationale, alors uniforme à l'école pour tout le monde. Comme ça, on voit pas les vêtements des gamins, on arrête de les emmerder avec ça.
Ah bah là, vous prêchez des convaincus, Philippe Bilger. Non mais c'est vrai, moi je trouve que sincèrement, on leur prête bien des intentions à ces gamines-là. Hein. Franchement, elles sont jeunes, ça va leur passer, arrêtez quoi. Mais l'uniforme, c'est un remède qui pourrait être accepté si certains n'y voyaient pas une régression, alors que moi, ce serait un progrès. D'abord, ça recentrerait l'école sur ce qu'elle doit faire, et ça réglerait tous nos problèmes d'apparence, et en plus, il n'y aurait pas cette inégalité entre les conditions et les fortunes. Et Hakim vous dit, Philippe Bilger, qu'il a porté l'uniforme à l'école. Oui, vous savez, moi j'ai pas fait l'école en France, je suis libyen, j'ai fait l'école en Libye, c'était gratuit à l'époque où Kadhafi allait bien dans sa tête. Voilà, je l'ai dit. Mais on portait l'uniforme, les garçons comme les filles, je veux dire, et puis c'est tout. En dessous de l'uniforme, vous aviez, je sais pas, moi c'était ma mère qui fabriquait mes vêtements en plus, donc on n'en achetait pas. Donc voilà, moi en dessous j'avais les vêtements que ma mère me fabriquait. Gwenaël, sur elle, justement, sur ce sujet de l'uniforme. L'uniforme, pourquoi pas? Oui, alors, la question de l'uniforme, alors je m'excuse, mais j'ai un double retour qui est pas très agréable, mais je vous entends quand même. Donc j'ai un retour de la part de gens qui doivent parler en studio, ou je ne sais pas, mais ça, j'ai du mal à on a un problème sur la ligne. Suivre. Alors attendez, bougez pas. On va juste revenir avec Jean-Michel Fauvergue. On va vérifier. Jean-Michel Fauvergue, vous vouliez réagir? Non, moi sur le dernier auditeur, comment il s'appelait-il? Hakim, voilà, sur ce qu'a dit Hakim. Ça me pose aucun problème de ce qu'il a dit. Il a raison d'ailleurs. En fait, ça devrait être ça. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut, et puis voilà. Sauf que, quand même, derrière, ne soyons pas naïfs, il y a une instrumentalisation, en particulier de ces jeunes filles. Et donc, il faut que la République réagisse là-dessus, bien évidemment. Maintenant, sur l'idée de l'uniforme, moi, je suis un homme d'uniforme, et donc ça me dérange pas. Moi, mes enfants, quand j'étais en Guyane, portaient l'uniforme à l'école, et ça posait aucun problème. Et au contraire, on fait en sorte que tout le monde se ressemble, et ça va beaucoup mieux, quoi. Gwenaël, sur elle, le mot de la fin pour l'uniforme et pour le reste? Oui, alors je pense qu'il faut quand même être attentif. Si vous allez à Mayotte, par exemple, vous verrez que l'uniforme ne résout pas beaucoup la question de la laïcité, pour pas dire elle est toujours existentielle dans les établissements de Mayotte, de par le fait qu'on sait très bien qu'on a un certain nombre de jeunes filles qui mettent des semblants de voile. Alors je ne sais plus le nom précis que cela porte, mais qui sont clairement des signes ostensibles. Donc je crois qu'il faut être attentif aux solutions faciles. Si c'était si simple, ça ferait très longtemps que dans leur règlement intérieur, les chefs d'établissement auraient mis en place l'uniforme. Je suis vraiment pas sûr que ça résoudra tout. La vraie question est quand même aussi, on va dire, il faut s'attaquer quand même à une vraie étude politique sur l'entrisme de certaines religions dans, on va dire, le lieu réfugié des valeurs de la République et un établissement public local d'enseignement. Et je pense que là, on est en train de faire malheureusement soit de la stigmatisation, soit de l'angélisme. Mais il faut être très très attentif à vraiment s'apercevoir qu'on est dans un nouvel essor d'attaque contre la laïcité. Alors effectivement, j'entends que parfois les proviseurs ne répondent pas comme vous le souhaiteriez. Je vous invite vraiment à aller sur le terrain pour aider les proviseurs à résoudre la problématique avec les collègues, et à entendre ces jeunes filles qui ont un discours très très construit. Merci beaucoup en tout cas, Gwenaël Surel, d'avoir été avec nous, secrétaire général adjoint du SNPDEN UNSA. Restez avec nous dans un instant avec Philippe David. On va vous parler du muscle, voilà, puisque c'est avec le Téléthon, c'est la semaine du muscle. On vous expliquera l'importance du muscle dans le corps. Vous savez combien on a de muscles en tout? Je ne sais pas, ma chère Cécile. Vous diriez combien? J'avais l'impression d'en manquer. Moi. Voilà, vous avez 600 muscles dans le corps, ce qui est quand même assez énorme. C'est énorme. Il y en a qui en ont plus. Oui, c'est un muscle et deux cerveaux. Et Merci. Je reviendrai. Philippe Bilger, merci beaucoup. Olivier D'Artigol, merci beaucoup. Et merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. C'était encore une très belle émission. On reste ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Tout de suite.